Voilà, bonjour. Aujourd'hui, on va prendre en main le NanoPi. On va voir comment est-ce qu'on installe l'environnement de développement qui est Buildroot. On va voir comment est-ce qu'on peut configurer Buildroot, configurer BusyBox, U-Boot, le kernel, le rootfs. On verra comment est-ce qu'on peut euh, graver, faire la SD card, copier les fichiers importants au bon endroit sur la SD card et on verra le démarrage du NanoPi. Alors il y a quelques références qui vous sont données ici. On va utiliser pour installer le Buildroot, qui est l'environnement de développement, on va utiliser ce site ici pour pouvoir faire le téléchargement. Vous avez quelques explications ici, je passe rapidement dessus parce que ce n'est pas le but principal du cours. Du NanoPi avec quelques informations beaucoup plus détaillées. Ceux qui vont faire le cours CZL avec Daniel Gachet verront ça beaucoup plus en détail. Alors ici, là c'est nous principalement ce qu'on va utiliser. On a un ordinateur de développement basé sous Linux où on a toutes les toolchains qui permettent de développer, de configurer le NanoPi qui est ici. Le NanoPi a une SD card. Sur cette SD card, vous avez un, un U-Boot qui est le programme, un des premiers programmes qui démarre, qui permet de configurer le NanoPi. Ce U-Boot va démarrer le noyau Linux et le noyau Linux va monter un rootfs qui est un root file system où vous avez toute l'arborescence Linux avec les différents fichiers qui se trouvent là-dessus. Alors, pour se connecter euh, au NanoPi, on a deux possibilités. La première, c'est d'utiliser le RS-232, d'accord, qui avec le programme Minicom, avec cette configuration ici, et c'est pour faire ça, il faut être physiquement proche du NanoPi pour pouvoir le connecter. Généralement, les systèmes embarqués ont une connexion soit USB, soit RS-232. Typiquement, c'est plutôt une connexion USB qu'on a actuellement, mais avec un translateur USB RS-232. Et puis, il est possible aussi, c'est de se connecter via SSH par le réseau informatique qui est ici. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment est-ce qu'on se connecte sur cette NanoPi. On va démarrer le NanoPi, démarrer Minicom, se connecter via Minicom là-dessus et puis tester la connexion SSH entre l'ordinateur de développement et puis le NanoPi. On voit pour les labos qu'on va utiliser, on a ces adresses-là qui sont données à l'ordinateur de développement et puis cette adresse-là qui est donnée au NanoPi. Voilà. Donc ici, alors, voilà, je stoppe le NanoPi en premier parce qu'il était déjà démarré. J'arrête Minicom et je démarre Minicom ici. Donc pour démarrer Minicom, Minicom c'est un programme qui vous permet de dialoguer en RS-232. Il y en a d'autres de programmes qui permettent de faire ça. "-s", ça vous permet, voilà, de venir dans ce mode de configuration et là on peut contrôler la configuration de baud rate, etc. On voit qu'on a notre file TTYUSB0 qui correspond à ce qui est indiqué ici. Il est possible que celui-ci change. TTUSB 1, 2, etc. On a le baud rate avec les configurations RS-232, pas de contrôle de flux hardware et software, c'est ce qui correspond aux informations qui sont là. Voilà. Ensuite, voilà, je peux démarrer le NanoPi. Voilà, on voit qu'il démarre. Il y a U-Boot qui démarre ici. Il fait certaines initialisations. Et puis, vous avez, voilà, maintenant le noyau Linux qui va démarrer. Ça, c'est le noyau Linux qui démarre, qui
fait le mount du rootfs. Et maintenant, on est connecté au NanoPi ici avec l'utilisateur root. Et au niveau sécurité, c'est nul. Mais pour les tests qu'on fait, c'est plus simple de le faire comme ça. Donc, il y a un password. Il n'y a pas de password pour le root ici. Si je fais ifconfig, qui m'affiche l'adresse IP des interfaces, je retrouve mon 192.168.0.11 sur ma machine ici. ifconfig, j'ai voilà cette adresse IP qui est ici. Donc depuis ici, je peux pinguer .4, la machine qui est là, et CTRL-C. Donc ici, j'avais un petit problème de connexion. Je refais mon ifconfig. Voilà, j'ai cette adresse IP. Si je fais un ping 192.168.0.4, cette fois, j'ai cette machine qui dialogue avec celle-ci. Je fais un ping 192.168.0.11 et j'ai une connexion qui est faite comme ça. Ce qui correspond à cette machine-là et cette machine-là. On va encore tester le SSH sur cette machine ici. Donc depuis ici, SSH root at 192.168.0.11. Voilà, et puisque je n'ai pas de password pour le root, on est connecté directement. Et si je fais ifconfig, j'ai la machine qui est là. Voilà. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est le toolchain qui est ici. C'est comment est-ce que on va mettre sur la machine qui est là tout l'environnement de développement. Et surtout, on va analyser, lorsqu'on aura téléchargé l'environnement de développement, on va analyser comment est-ce que on peut reconnaître, savoir où sont les fichiers importants de manière à pouvoir maîtriser le développement du NanoPi qui est là. Alors ici, le NanoPi qui est ici, eh bien c'est un processeur ARM. Le développement se fait généralement pour des systèmes embarqués professionnels sur un ordinateur de ce type-là, qui est basé très souvent sur les processeurs Intel. Et puis on a besoin, puisqu'on a un processeur Intel ici, d'une toolchain de cross-compilateur pour générer du code pour le NanoPi qui est ici. Voilà. Et ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que ce toolchain fonctionne. On va voir qu'on a sur l'ordinateur ici tous les codes sources de tout l'environnement nécessaire au NanoPi qui est là. On va télécharger ça, tous ces codes sources. On va utiliser le toolchain, générer du code pour le ARM et télécharger ce code de U-Boot Image, Kernel Image, RootFS Image sur la SD card. Alors, le build root, c'est un ensemble de makefile et de patch qui simplifie et automatise le développement sur des processus de développement d'applications sur des systèmes embarqués. Voilà, ça c'est les images habituelles. Alors, quelques informations importantes. Dans le build root que l'on va utiliser, on a un programme qui s'appelle BuzzyBox. Ce BuzzyBox, c'est un exécutable. /bin BuzzyBox, si je viens ici, donc je suis sur le NanoPi, ls-al/bin, voilà, j'ai ce programme BuzzyBox qui est là, qui fait 700K. Voilà. Ce programme, c'est ce fichier qui est ici, contient les codes utilisés habituellement sous Linux, comme la commande ls, cat, move, sont contenus dans le BuzzyBox qui est là. Si je prends
le programme ls, si j'affiche maintenant ça, et puis ls, je vois que ce programme ls, c'est un lien symbolique vers le programme BusyBox qui est ici. C'est ce qui est indiqué là, il y a un lien symbolique qui est créé. Lorsqu'on utilise la commande ls, c'est ce code ici qui est exécuté. Quand je fais ls ici, eh bien j'ai un bout de code de BusyBox qui est exécuté ici et qui me fait cette commande ls. ls slash qui est la racine, voilà ce que je vois ici, le root file system ici. Dans certains laboratoires, on va devoir configurer ce BusyBox. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment installer l'environnement de Buildroot. Générer le rootfs. Le rootfs, ça, c'est le rootfs, c'est le root file system. C'est là que l'on a tout l'arborescence, la partition, l'arborescence des fichiers avec les commandes Linux. C'est ce qu'on appelle le rootfs. On va compiler le noyau Linux, le U-boot et plein d'autres programmes qui vont venir. Pour démarrer l'installation, on vient dans le Home Directory, on crée ce répertoire ici, Workspace. On vient dans ce répertoire et on effectue cette commande-là. Cette commande-là va nous télécharger, voilà, créer un fichier Linux env. Dans ce fichier Linux env, on a un script nano env qui est ici. Et on peut exécuter ce script qui est là. Donc là, on est sur la machine de développement. On est ici. Je fais un exit, donc je ressors du... Voilà. Je suis directement dans le... pardon, je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Dans le workspace. Et puis j'ai ce Linux env qui est ici. C'est des Linux env. ls, voilà, j'ai ce script nano env qui est là. Ce script, qu'est-ce qu'il fait? Il met une variable d'environnement ici, qui est le chemin, et puis il va exécuter ces commandes-là. Donc on voit qu'il va créer une commande nano, venir là-dedans, télécharger Buildroot, venir dans Buildroot, on va faire une nouvelle branche propre au développement qu'on va faire, on va exécuter un patch, et puis ici on va configurer les makefiles de Buildroot pour ce hardware qui est ici. Voilà. C'est ce qui est donné là. On peut très bien faire ces commandes-là à la main. Ensuite, il va falloir compiler ça. Donc on vient dans ce répertoire ici, Buildroot, et on fait la commande make. Attention, cette commande make va durer plusieurs minutes, dizaines de minutes, voire heures. Tout dépend du processeur que vous avez, parce qu'on va télécharger tous les programmes sources sur Internet, les mettre sur notre machine. C'est cette partie qui est là, c'est ce que je mentionne ici. Voilà. Tous les programmes sources vont être téléchargés ici, compilés, de manière à pouvoir obtenir des programmes ARM qui sont ici. Et c'est Buildroot qui va faire ceci pour nous. Lorsque on a fait le makefile, on a des répertoires d'installation. On reconnaît ce répertoire Workspace, Nano, Buildroot. Et ici, j'ai mentionné les répertoires importants. Quand on télécharge une application, des codes sources d'une application, etc., c'est toujours important d'analyser les différents répertoires qui sont ici de manière à comprendre comment est-ce que ceci fonctionne. Donc ici, j'ai un répertoire board, friend, ARM, Nano, Pineo Plus qui contient des fichiers GenImage CMD, boot CMD que l'on va réutiliser par la suite.
Dans DL, on a tous les paquets tarés que l'on a téléchargés depuis que cette commande make a téléchargé depuis Internet. Donc si je viens ici, cd build root nano build root, et puis je viens dans, on est ici, nano build root DL, ls, g, ls, si je prends uboot, voilà, j'ai le paquet taré uboot. Donc on a été dans ces différents répertoires qui sont là, chercher tous les tars des différentes applications que l'on va prendre. Ensuite, on a System Skeleton. Il y a un root effet, root file system skeleton. Si je viens ici, c'est System Skeleton. Voilà. On a le root file system de base, un squelette du root file system. Ce squelette va être utilisé pour générer, donc là je suis sur le NanoPi, générer bien, ces différents répertoires qui sont là, bin, ls/bin, voilà, avec tous ces fichiers qui sont là-dedans, bien ça c'est le squelette de base qui va être utilisé pour faire ça là. Ensuite, on a ce répertoire output qui est vraiment important. Dans output, on va avoir un répertoire build où on a tous les sources codes et les paquets compilés. On était prendre les paquets qui se trouvent là-dedans, on a détaré les paquets et compilé ces paquets. Donc si je viens dans build, je vais faire comme ça, ce sera plus agréable. Hop, cd cd build, cd output build ls, et ici je reprends mon uboot que j'avais avant. Donc là j'ai la version 2020 de uboot, et ici c'est le paquet uboot qui était taré avant, qui a été détaré et qui a été compilé, qui se trouve ici. Voilà, vous avez le noyau Linux qui n'est pas celui-ci, qui est une version plus récente que l'on a. Dans ce répertoire ici, vraiment important ce répertoire, vous avez tous les programmes qui vont être copiés sur la SD card pour booter le système. C'est vraiment cette partie-là. Voilà, tous les programmes qui sont là vont être copiés sur SD card. Et ces programmes-là se trouvent dans ce répertoire image. Donc si je viens ici, ls-al, voilà, j'ai ces différents programmes qui se trouvent ici, que l'on va voir après en détail, et c'est ça qui va nous permettre de booter notre NanoPi. Target, rootfs non taré, on le reverra après. Si je viens ici, c'est un petit peu moins important celui-ci. Voilà. Pop, il est un peu moins important. Voilà. D'accord. Celui-ci, par contre, extrêmement important. Host user bin. Si je fais ça là, c'est des host user et puis bin. ls. J'ai une quantité de programmes qui sont là, et ça, ce sont typiquement les cross-compilateurs, les outils de cross-compiling que l'on va utiliser. Typiquement, si je veux créer une application, je vais devoir avoir le compilateur Arch Linux, etc. Voilà. Si je reviens ici, cd cd dans le build root, si je veux utiliser le compilateur GCC, le cross-compilateur GCC, bien ça c'est la commande que je vais utiliser.
et le code se trouve dans ce répertoire-là. Il est important de rajouter ce pass dans ce répertoire dans votre pass. Typiquement, moi j'ai 4, je vais faire comme ça. Hop, CD, voilà. Je suis dans mon Home Directory. Voilà, c'est Home User, Home Schuler. Si je fais less.bash rc, voilà, j'ai rajouté cette ligne ici, le pass, avec mon chemin pour venir dans ce output host bin. Ça, c'est une erreur qu'il y a très souvent. Les gens, lorsqu'ils veulent compiler, ne trouvent pas le compilateur parce que il manque ce chemin dans le pass. Si je fais la commande echo $path, eh bien, je vois la barre d'environnement path avec mon chemin qui est mis ici. Ici, mettez le chemin complet. Ne vous basez pas sur le Home Directory. Faites Home, Schuler, enfin le vôtre de nom, Workspace, etc. Et ça, c'est vraiment important de faire ça tout de suite parce que vous serez embêté plus tard. Maintenant, on a fait cette commande make qui a duré 2 heures. D'accord. Ici, j'aimerais, on va voir comment est-ce qu'on peut recompiler un paquet particulier. Ça, c'est quelque chose d'important. On va l'utiliser tout au long du semestre pour pouvoir faire nos différents laboratoires. Alors ici, rappelez-vous, les sources des paquets se trouvent dans Nano Build Root Output Build. Voilà. Si maintenant je veux réinstaller un paquet, d'accord. Pour réinstaller un paquet, le mieux, le plus simple, c'est d'effacer le paquet, le répertoire qui se trouve dans Output Build. Typiquement, si je veux réinstaller U-Boot, voilà, j'ai fait des modifications dans U-Boot, je sais plus où j'en suis. Hop, qu'est-ce que je peux faire? Je fais un rm-rf de manière récursive et je force l'effacement de ce répertoire-là. Et puis, je fais la commande make. Alors, si je le fais, je vais prendre, voilà, donc rm-rf output build, alors U-Boot, ici 2020, voilà, c'est ça. Je vais effacer ce répertoire qui est là. Voilà, donc ça prend un certain temps. Et je fais la commande make. Qu'est-ce qui va se passer ici? Le make, donc important d'être dans ce répertoire build root. Ça, c'est vraiment important. Ici, le make va voir qu'il manque le source. Il va détarer le fichier que j'avais avant. Il va recompiler le U-Boot. Voilà, il recompile tout ça. Ça peut prendre, tout dépend ce que l'on efface comme répertoire, mais ça peut prendre un certain temps. Si c'est par exemple le noyau Linux, ça va vous prendre un certain temps de recompiler tout ça. Le U-Boot est relativement rapide. Voilà. Voilà. Et il a terminé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a compilé U-Boot. D'accord. Donc, il a compilé U-Boot. Rappelez-vous, vous avez ce répertoire Output Image où vous avez les fichiers qui sont copiés sur la SD card. Et là, on a ce U-Boot ITB. On verra ce que c'est que ce ITB après. Donc, si je fais un ls-al,
output image, j'ai un U-boot, c'est 9h46. Voilà, un nouveau U-boot ici qui a été copié ici. On voit que les autres fichiers ont été mis à jour aussi. Voilà. Donc là, on s'aperçoit qu'on a une nouvelle version du U-boot qui est là. Voilà. Si alors, je veux uniquement recompiler un paquet sans le télécharger. Euh, Là, on a téléchargé le paquet, on a réinstallé un nouveau paquet. Parce que là, on va uniquement prendre le paquet qui existe et puis le recompiler. On doit venir dans ce répertoire-là et faire make U-boot rebuild. On prend le nom du paquet, c'est ce que j'ai ici, le nom du paquet. Dans certains paquets, vous devez mettre encore la version. Voilà, mais typiquement pour U-boot, il n'y a pas besoin. Donc si je suis ici dans ce répertoire, voilà, Workspace Nano Build Roots qui est ici. Hop, on est là. Je fais un make U-boot-rebuild. Voilà. Et cette fois, il va recompiler que le U-boot. Voilà, il a créé, on verra cette commande après. Et si je fais -al output image, voilà, on a celui-ci qui est à 9h48. On voit ici 9h48 qui vient d'être fait. C'est une première façon de faire. Vous avez une deuxième façon de faire. Buildroot utilise des fichiers .stamp quelque chose pour savoir quel est dans quel qu'est-ce qui a été déjà accompli. Donc si je viens ici et puis je fais un rm output build U-boot etc. .stamp build. Donc ici je fais un ls en premier, output build U-boot 2020 -al. On a ces fichiers, voilà, .stamp qui sont là, qui ont une dimension de 0 byte, il n'y a rien dedans, mais uniquement c'est le nom du fichier qui est important. Si maintenant j'efface celui-ci, d'accord, eh bien il va recompiler. Voilà, je peux faire un rm.salas et puis le make. Vous avez ces deux possibilités pour recompiler un package. Ici, si on veut mettre un fichier supplémentaire dans le rootfs, on verra que comment est-ce qu'on construit le rootfs est construit. Et si je veux, par rapport à la construction standard du rootfs, je peux mettre des fichiers particuliers. Il y a ce qu'on appelle des overlays. Et puis, il y a une directory overlay qui doit se trouver pour le hardware que l'on a, qui est le NanoPi Neo plus 2. Il doit y avoir un répertoire rootfs overlay. On peut, si je viens configurer ce répertoire-là, si je viens dans Buildroot et puis que je fais dans ce répertoire la commande make menu config, cette commande make menu config dans ce répertoire-là va me configurer Buildroot. Et si je viens dans System Configuration, on peut voir que ceci est déjà configuré. Je vais le faire ici. Donc je suis là-dedans, je fais un make menu config. Voilà. Ensuite, c'est un menu de configuration. Je dois venir dans Système configuration. Système configuration. Ensuite, j'ai root file system. Alors, il faut que je cherche là-dedans. Voilà, on y est. On a ce root file system overlay directory où on a ce répertoire-là qui est indiqué. On peut le changer si on veut. Voilà, mais ce n'est pas nécessaire dans le cas présent. Maintenant, il faut voir est-ce que ce répertoire existe. Ça se peut qu'il n'existe pas. Donc là, je sors. Alors,
je viens dans ls board, free nano neo plus, et puis j'ai ce root FS overlay qui existe. Donc il existe déjà. S'il n'existe pas, on peut le créer. Et puis ici, il est possible on a ce répertoire root FS overlay. Si je veux dans le root FS qui sera sur la SD card rajouter ce script ici, un fichier particulier, je peux créer une arborescence etc init s45 iptable. On verra ça lorsqu'on fera en paradis firewall. Il va falloir rajouter un script particulier. On peut le mettre dans l'overlay et chaque fois qu'on va régénérer la SD card, eh bien vous avez ce fichier là qui sera automatiquement copié. Voilà. Si je veux configurer et compiler buildroot, donc là on a déjà vu, si je veux configurer buildroot, ben j'ai cette commande make. Rappelez-vous, buildroot c'est le système complet qui permet de configurer l'ensemble. Je fais un make menu config et puis je peux configurer buildroot. Ensuite je fais le make et puis ça va tout compiler. Il y a d'autres commandes, ça on l'a fait au tout début, d'accord, qui permet de configurer buildroot pour cet hardware-ci. Si je fais un make clean, attention, ça vous efface tous les outputs, tous les fichiers qui ont été compilés, et puis il va falloir recompiler le tout, ça va prendre de nouveau 1-2 heures. Une commande qui peut être importante que vous pouvez utiliser en cas de problème, c'est make v égale à 1. Grand V égale à 1. Ça vous affiche les commandes en cours. Si vous avez tout d'un coup un problème de compilation, si vous ne mettez pas V égale à 1, eh bien vous verrez qu'il y a un problème, mais c'est tout. Si on veut identifier le problème, on peut prendre ça. C'est une commande qui est extrêmement utile. Si je veux configurer et compiler U-Boot, on va voir les différentes configurations et compilations des principaux outils, principaux programmes que l'on va utiliser dans ce cours. Eh bien, vous avez le make U-Boot menu config. Alors, c'est toujours la même chose. On vient dans ce répertoire-là, make boot menu config. Voilà. Et puis maintenant, on va configurer U-Boot. Voilà. Et maintenant, tout ce qui concerne U-Boot va pouvoir être configuré ici. Ensuite, quand on compile, ça on l'a déjà vu, make U-Boot rebuild, ou on efface ça et puis on compile. Pour tous les paquets, c'est la même chose. Si je veux configurer et compiler le noyau Linux, donc on revient toujours dans ce répertoire-là, et cette fois c'est make Linux menu config. Voilà. Ou bien make Linux xconfig. Le make Linux xconfig, il faut pour ça installer différents paquets. Et là, on va configurer le noyau Linux. Voilà. Je ressors ici. Voilà, donc là, on a configuré Linux pour le compiler. Ben, c'est la même chose, make Linux rebuild ou effacer le fichier l'équivalent .stamp build ici. Pour BusyBox, c'est strictement la même chose. Voilà, on voit qu'il y a une logique qui est là derrière qui est tout à fait toujours la même. Voilà, le rootfs, rappelez-vous, le rootfs, c'est vraiment si je suis connecté, voilà, ls sur la cible NanoPi, ça c'est vraiment le rootfs. Et on peut, voilà, configurer certaines choses dans buildroot. On vient dans buildroot, on fait make menu config, et puis on peut voir le format du rootfs. Il peut y avoir différents types de formats, ext2, 3, 4, etc. Il y a d'autres types de file system qui peuvent être possibles avec ce rootfs. Ce rootfs, comment est-ce qu'il est généré? Alors,
rappelez-vous, on avait un squelette du rootfs qui était dans ce répertoire-là. C'est ce squelette ici. D'accord. Ce squelette, et puis on a ce fichier output target, ce répertoire qui est ici. Ce répertoire qui est là, eh bien, combine le rootfs de base avec le rootfs, les overlays que l'on peut rajouter. Il va combiner ça et ensuite on va avoir un fichier rootfs.xx qui se trouve dans ce répertoire dont on a déjà parlé, output image rootfs xx. Et ce rootfs.xx, c'est un fichier qui est organisé comme une partition. Donc là, ls-al output image, voilà, on a ce rootfs, voilà, rootfs ext2, d'accord, c'est ça là, le XX eh bien, dépend du format que l'on a, et vous avez, c'est ce fichier-là, voilà, qui est grand, hein, comme on peut le constater, et il y a un lien symbolique ext4 qui est mis là-dessus. Voilà. Là, si je veux lire ce fichier ici, rootfs, vous avez la commande mount permet de lire une partition. Cette partition elle est quand même spéciale parce que ce n'est pas un disque dur, ce n'est pas une carte SD, etc. C'est un fichier qui est organisé comme une partition. Et vous avez l'option loop que l'on voit ici qui permet, alors j'ai la commande mount-t parce que c'est un format ext4, option loop qui permet de lire ce fichier et de ce qu'on appelle mounter cette partition dans ce répertoire-là. Et si je fais ls/mount, je peux voir ça là. Notez que c'est pas nécessaire que ce soit, on peut mettre ça dans n'importe quel répertoire, c'est pas nécessaire que ce soit /mount ici. Comment est-ce que la SD card est faite? Donc il y a un mapping de la SD card que l'on voit ici. Voilà. Vous avez une SD card organisée en secteurs. Un secteur à 512 bytes. Voilà. Il y a le premier secteur, les 512 premiers bytes, c'est ce qu'on appelle la partition table. C'est la table de partition qui décrit les différentes partitions qui se trouvent dans la SD card. Typiquement, on verra qu'il y a deux partitions. Celle-ci, qui est une partition de type VFAT, où là-dedans, on aura le noyau Linux, tout ce que U-Boot a besoin pour booter le Linux. Tout ce que Linux a besoin pour être booté, voilà, se trouve là-dedans. Et puis, on a le rootfs, le root file system. Tous les fichiers ce root file system là, eh bien, se trouvent dans cette deuxième partition qui est ici. Cette deuxième partition a 2 GB, celle-ci a 64 MB. Voilà, puis là on a un fichier qui va environ 1 MB, comme ça là. On verra à la fin de ce cours comment est-ce que quel programme est exécuté à quel moment pour pouvoir booter le système. Alors pour initialiser la SD card, on va avoir deux méthodes. Une méthode avec un programme qui s'appelle GenImage, qui est ici. Alors, ce programme GenImage va lire un fichier ZenImage CFG. Ce fichier GenImage CFG, on l'a déjà vu. Je remonte un tout petit peu. Voilà. On l'a vu ici. Dans l'organisation, c'est ce fichier-là. Et voilà, ce fichier ici, ben je vais rappeler où est-ce qu'il se trouve.
va être lu par ce programme GenImage, il va être interprété et ce programme-là va générer un fichier SD-card IMG et on a le programme habituel DD qui peut prendre ce fichier-là et copier byte par byte ça dans la SD-card. Ce fichier qui est là, c'est une image de la SD-card qui est ici. Voilà. Si je lis ce fichier genimate.cfg, eh bien, je retrouve ça. Il me dit qu'il y a une partition de boot qui s'appelle boot, qui est de type VFAT. Dans cette partition, c'est cette partition qui est là, celle-ci ici. Dans cette partition, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le fichier image, nano et puis boot SCR. Ces trois fichiers, ls output image-al. On a, je mentionnais image, nano, neo plus d, tb et puis boot scr, se trouve ici image, nano plus et puis le dernier boot scr qui est là. Voilà. Ces trois fichiers qui se trouvent dans ce répertoire ici, eh bien, vont se trouver dans cette partition qui est là, qui a une dimension 64 mégas. On a ensuite des informations qui indiquent où se trouvent ces différents fichiers. Ça ne se trouve pas dans les partitions VFAT, etc. C'est des fichiers, c'est ce qu'on appelle une organisation row de la mémoire, ici. Ça, c'est une partition organisée en VFAT. Ça, c'est une partition organisée en ext4. Ici, on n'a que des bytes consécutifs. Ce n'est pas du tout une partition avec des fichiers particuliers organisés sous forme de secteurs, etc. On a uniquement des bytes consécutifs qui se trouvent ici. Et là, on va avoir ce fichier-là, sunxi.spl.bin, qui se trouve à cet offset ici. Ça correspond à ça là, ici. Cet offset, d'accord, en bytes, correspond, si un secteur, c'est 512 bytes. Si je transforme ça en secteur, ça fait le 16e secteur. On verra qu'on a besoin des fois des secteurs là-dessus. Voilà. Ensuite, j'ai le uboot.itb qui se trouve à l'offset 40K. À l'offset 40K, on a ce programme-là, se trouve au secteur 80S. Et ensuite, on a une partition de boot. Voilà. La partition de boot avec cette image-là. Voilà. Donc là, on a une partition de boot de type VFAT. Et dans cette partition de boot, on aura ça là. Dans le rootfs, c'est une partition qui se trouve, c'est cette partition qui est là, eh bien, on va avoir le root file system qui se trouve là-dedans. Voilà. Ça, c'est comment est-ce que GenImage fonctionne. Voilà. Et là, on retrouve les fichiers que je mentionnais précédemment. Dans ce répertoire Output Image, vous avez ces différents fichiers qui sont copiés à différents endroits dans la SD card. Alors, si je résume un tout petit peu, on a dans Output Image ces différents fichiers qui sont là. On a la SD card qui est ici. Ici, j'ai la SD card qui est organisée sur des raw data. Une première partition de type VFAT, une deuxième partition de type ext4. Ce fichier qui est ici est copié ici. D'accord. Je vous rappelle que ça, c'est pas organisé en partition, c'est des bytes vraiment consécutifs. Ce fichier-là se trouve ici. Ces trois fichiers qui sont là se trouvent dans cette partition-là. Et ces fichiers qui sont ici se trouvent dans cette partition qui est ici. Alors,
on va voir maintenant, c'est le démarrage de Linux. Quand Linux démarre, à un moment donné, vous avez le programme U-Boot que l'on verra prochainement. Ce programme U-Boot permet de configurer le hardware, permet de faire différentes choses. Ce programme U-Boot est configurable. D'accord. Il est configurable avec ce fichier boot.scr. Ce fichier boot.scr, si vous regardez, c'est ce fichier-là qui se trouve dans cette partition ici. Alors, U-Boot va aller lire ce fichier-là, interpréter ce fichier-là, et puis exécuter les commandes qui se trouvent dans ce fichier. Typiquement, ce fichier dépend, on le verra après, de ce fichier boot.cmd, et vous avez ces commandes-là qui se trouvent, c'est des commandes U-Boot qui se trouvent là-dedans. Typiquement, on voit qu'il y a la console TTY, on retrouve le 115200 baud que l'on avait avant pour dialoguer avec le PowerOS 232. On a une indication ici du root file system, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve typiquement dans la SD card, dans la partition 2. Ce 2 qui est là, c'est cette deuxième partition qui est ici. Et là-dedans, il y a le root file system qui se trouve là. Et de cette manière-là, Linux va savoir que le root file system se trouve dans cette partition ici. Lorsqu'on fera un laboratoire vers la fin du semestre, on fera un laboratoire avec des partitions cryptées. Il va falloir indiquer le bon root file system à ce niveau-là. Ensuite, on voit qu'on a une commande qui s'appelle fatload. Donc, on va charger on va aller chercher dans une partition fat le fichier image. Le fichier image, rappelez-vous, ça c'est le noyau Linux, qui se trouve dans cette partition-là. On va prendre le noyau Linux et le copier à une adresse. Ça, c'est une adresse fixe de la mémoire RAM. On va prendre ce fichier ici, qui est ce qu'on appelle le Flattened Device Tree, qui permet de configurer Linux. On le reverra un peu plus tard. Et on va copier ce Flattened Device Tree à une adresse dans la mémoire RAM. Et ensuite, on va booter. On indique, si on regarde l'adresse du noyau, un tiret que l'on reverra plus tard, et puis l'adresse du Flattened Device Tree. Ça veut dire que maintenant, on dit au processeur, va exécuter le code qui se trouve ici. Et puis ça, c'est le code de Linux qui commence à être exécuté. Alors, ce fichier bootcmd, on l'a déjà vu. Ce fichier bootcmd, si je reviens à mon répertoire, voilà, c'est celui-ci. Il se trouve là-dedans. Voilà. Maintenant, voilà, ce fichier bootcmd, il est transformé en bootSCR. Alors, avec cette commande ici, il y a une commande qui s'appelle mkimage avec ces paramètres qui sont là, et puis qui va transformer ce fichier-là en un autre format, un format qui est compréhensible par U-Boot. Voilà. Attention, l'option C doit être avant l'option A ici. Si maintenant, et c'est ce qu'on va faire, on veut initialiser manuellement cette SD card. On peut initialiser la SD card avec ce gen CMD, gen image, qui est ici, qui va lire ce fichier ici. J'ai remarqué qu'il y avait des restrictions avec ce fichier ici. On ne peut pas tout faire. Si on veut faire quelque chose de tuner beaucoup plus facilement ça, eh bien, on a notre SD card qui est ici, où j'ai indiqué des secteurs là-dedans.
On sait que ce fichier sunXISPL doit se trouver au secteur 16, U-boot ITB ici. La partition VFAT, on va la mettre à ce secteur-là. Ça, c'est pas très important où on la met, parce que c'est une partition VFAT, c'est beaucoup plus simple à gérer. Cette adresse, cette partition va se trouver dans la partition table. Donc ça, c'est un peu plus simple. Et cette partition qui est là, hop, on la fait commencer ici. On va mettre 2 GB là-dessus. Voilà. Ces 80 et ces 16 dépendent de ce programme, de ce fichier de configuration genimage.cfg qui est ici. Alors, si je veux initialiser manuellement cette SD card, quand on monte, alors, quand je prends ma SD card et je l'insère sur mon ordinateur de développement, j'ai un autre file SDB, généralement parce que le A il est pris par le disque dur, et puis le X indique les différentes partitions. Attention, quand vous faites ça, regardez bien que votre SD card, c'est bien SDB. Et dans vos scripts, mettez bien SDB. Si vous avez deux, si vous mettez une autre carte USB, une autre mémoristique USB, eh bien vous aurez tout d'un coup, ça sera peut-être un SDC peut-être. Le SDA est généralement réservé pour votre disque dur, donc attention, les commandes qui sont là, on va écraser des choses, donc ne vous trompez pas avec le nom qui est ici. Donc première chose, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre à zéro cette partition qui est ici. Voilà. On écrase les 400 mégabytes, voilà, un certain nombre de bytes ici. Ensuite, avec cette commande parted, on va définir le premier secteur, cette partition table qui est ici. Voilà. Ensuite, on va copier ce fichier-là, qui est important, c'est celui-ci, au secteur 16 là. Et c'est de cette manière-là qu'on le fait. La commande dd vous permet de prendre un fichier qui se trouve ici, celui-ci, et le copier byte par byte dans ce device qui est là, où on fait un saut de 16 fois 512, ce qui fait, qui va mettre ça au bon endroit. Je crois que ça fait 8192 bytes. On va copier U-boot ici exactement de la même manière. Donc on va toujours prendre ce fichier U-boot qui est ici et le copier là. Ensuite, on va créer la première partition. Là, c'est différent des autres, parce que les autres, rappelez-vous, il n'y a pas de partition, bon, on met ça. Ici, on va créer une partition de type VFAT32 qui commence ici et qui se termine là. On va créer une deuxième partition de, pas 1, mais 2 GB qui commence ici. Si on regarde, c'est juste le secteur d'après et qui se termine ici. Et puis là, on va formater les partitions. Voilà, en VFAT et puis en XT4. Chose que l'on n'avait pas ici, puisqu'on n'a pas de partition formatée. Est-ce que ça, c'est des données, des bytes consécutifs? Ici, on a vraiment le formatage qui est fait là. Ensuite, on va copier le noyau Linux, le Flatten the Device Tree et le boot SCR dans la première partition. Donc pour faire ça, il faut monter la première partition. Ensuite, copier le bon fichier dans cette partition ici. Voilà, etc. Et on a copié, on remarque une chose, c'est qu'on a la commande cp. Puisqu'on a un file system, on doit utiliser la commande la copie de fichier habituelle. Ensuite, on va initialiser on va renommer la commande boot, voilà, ça se fait de cette manière-là. On va copier le rootfs. Le rootfs, rappelez-vous, tout est contenu dans ce fichier-là. Ce fichier-là, rappelez-vous, c'est une partition de type ext4 et on peut copier cette partition avec la commande dd. Hop, on copie cette partition là-dedans.
Et ensuite, il faut juste effectuer ces commandes-là pour renommer, et puis ajuster les tailles des différentes partitions. On va voir maintenant comment est-ce que le NanoPi démarre. C'est le cours, j'ai pris ça du cours de Daniel Gachet. Alors, le NanoPi, c'est quelque chose qui est résumé ici. Donc, on a différentes choses là. Le microprocesseur, d'accord. On a la SD card qui est là. Et puis, la mémoire RAM qui est ici. Donc, première chose, lorsque le microprocesseur est mis sous tension, il va exécuter un bout de code, un boot ROM, qui se trouve voilà. Il va exécuter le code qui est ici, et puis il va exécuter ce code qui est là. Il va dire au processeur, exécute ce code qui se trouve au 16e secteur. Le 16e secteur est extrêmement important. Voilà. Ce code qui est ici, c'est un firmware, c'est ce qu'on appelle Secondary Program Loader. Initialise les couches bases du processeur et il va charger U-Boot dans la mémoire RAM. Et lancer U-Boot. Donc il va prendre U-Boot, il va le charger en RAM, et puis il va démarrer le programme U-Boot. Voilà, U-Boot va effectuer les initialisations hardware nécessaires, etc. Il va charger l'image du noyau Linux. Donc il va lire, U-Boot va les lire. On est là. Voilà, U-Boot a démarré. Il va aller lire ce fichier boot SCR, interpréter ce fichier boot SCR, charger Linux, le Flattened Device Tree et exécuter ce Flattened Device Tree. C'est ce qui est fait là. U-Boot lancera le noyau Linux en lui passant les arguments de boot. Linux va s'initialiser, lire le fichier FTD, Flattened Device Tree, d'accord, qui va lui permettre de se configurer, et puis il va monter le file system. Voilà, on a ça, et il va monter le file system pour accéder au root FS qui est ici.